Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer, non pas de résumer cet ouvrage, ce serait effectivement en 10 minutes à peu près impossible, pour plutôt essayer de vous donner quelques grandes lignes, je dirais grandes lignes directrices de l'évolution du monde probable d'ici 20 ans, qui permettra peut-être de conclure de manière moins pessimiste que je n'en ai l'habitude moi-même. J'insisterai sur 3 facteurs essentiels de cette évolution du monde. Premièrement, premier facteur essentiel, c'est la diffusion totalement nouvelle de l'influence à travers le monde de demain. Il y avait une question très classique que l'on posait il y a à peu près une quinzaine d'années, sur laquelle il y a eu d'excellents ouvrages, qui était, pour le dire en anglais, « What is soft power ?» Qu'est-ce que c'est que le pouvoir souple, le pouvoir doux de l'influence? Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir où est-ce que cette influence est logée à travers le monde. Cette influence était relativement simple jadis. Elle est en train de se compliquer de manière absolument considérable autour de 3 lieux d'influence totalement nouveaux. Le premier lieu d'influence majeur, c'est quelque chose qui est inconnu de la plupart, je dirais, des acteurs de l'économie et des acteurs politiques, c'est l'importance colossale des marchés d'expertise mondiaux. Ces marchés d'expertise mondiaux, je voudrais y insister, représentent sur les 5 ans qui viennent environ 500 milliards d'euros. Rien que pour l'expertise, le soft, là aussi. Ce sont des marchés qui sont lancés par les grandes organisations internationales, par les États, notamment émergents, par les grandes autorités publiques, par les agences bilatérales d'aide sur financement dites des liés, par un certain nombre de grandes ONG mondiales, par quelques fonds souverains également qui commencent maintenant à s'y mettre. Ces marchés mondiaux concernent l'ensemble des domaines de l'expertise, c'est-à-dire l'ensemble des domaines qui vont favoriser, développer les États, les plans de développement en matière d'efficacité énergétique, les plans en matière d'environnement, les plans en matière de développement rural, la réforme de l'État, la réforme de la justice, la réforme de la fiscalité, les systèmes de transport, les systèmes urbains, etc. 500 milliards d'euros d'expertise, avec derrière un effet induit économique absolument majeur, puisque l'ensemble des marchés dérivés en matière de dur, si j'ose dire, c'est-à-dire les tuyaux, les constructions, etc., ça représente 25 000 milliards d'euros sur 5 ans. Donc vous voyez qu'il y a un sujet économique essentiel, notamment d'ailleurs pour notre pays, c'est quelle part sommes-nous capables de conquérir de ces marchés. Mais il n'y a pas que cela, il y a un deuxième facteur. C'est que lorsque l'on a gagné un marché de ce type, qu'en plus on est capable de parler de bonnes pratiques, de normes, de droits, de règles juridiques de manière beaucoup plus générale, de standards, dans l'ensemble des lieux qui existent, conseils, groupes d'experts, panels d'experts, think tanks, donc ces panels d'experts auprès des organisations internationales, ces forums académiques mondiaux, eh bien, on finit par donner le là sur le plan mondial. On finit par imposer les normes, par imposer les standards, par imposer les idéologies, par imposer les idées qui vont façonner le développement du monde. Et ça vaut aussi en matière stratégique, ça vaut aussi en matière de pensée militaire, ça vaut dans l'ensemble des domaines qui forment en quelque sorte l'opinion mondiale. Cette profusion des lieux à travers une quarantaine d'organisations internationales spécialisées, à travers ces think tanks mondiaux, est absolument extraordinaire. Il faut y ajouter, bien évidemment, et c'est le troisième facteur sur lequel je voulais insister, l'ensemble de ceux qui contribuent à la pensée mondiale, avec malgré tout encore aujourd'hui une domination américaine, tout à fait évidente, les universités, les think tanks, mais également les médias globaux. Ces médias globaux qui finissent là aussi par progressivement forger une sorte de doxa, une sorte de pensée auquel non seulement les dirigeants politiques, mais également les dirigeants d'entreprises finissent plus ou moins par se rallier, tout simplement parce qu'il n'y a pas nécessairement une offre opposée. On parle beaucoup, moi je considère que c'est une population sans aucun intérêt, des jet-setters. En revanche, on ne fait pas assez attention à une autre population beaucoup plus intéressante et importante, qui sont ce qu'on pourrait appeler les jet advisors, c'est-à-dire les conseillers mondiaux qui sont partout pour influencer les différents chefs d'État, les gouvernements, les grandes stratégies d'entreprise. Donc ce phénomène, avec cette nouvelle cartographie de l'influence, avec cette diversité, qui oblige aussi nos appareils diplomatiques, mais également l'ensemble de nos grandes entreprises, de nos cabinets de conseil, à être puissants, à être présents, en tout cas dans l'ensemble de ces lieux, est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il est clair là-dessus, d'ailleurs, que l'adaptation de notre appareil français est pour le moins insuffisante. Le deuxième grand facteur sur lequel je voudrais insister, je rejoins peut-être d'ailleurs de ce point de vue-là ce que vient de dire Hervé Juvin, c'est que le deuxième grand facteur mondial, deuxième grande évolution, va être le retour de manière éclatante
des États, des stratégies d'État, et de manière totalement consécutive et, je dirais, cohérente avec ce retour des stratégies d'État, la disparition du rôle, l'évanouissement du rôle de plus en plus fort des grandes organisations internationales généralistes, que j'oppose à celles dont je parlais tout à l'heure, qui sont les organisations spécialisées et les organismes de régulation technique, avec la disparition progressive, ou en tout cas l'effritement des unions régionales dont le rôle sur la scène mondiale sera de plus en plus faible, y compris l'Union européenne, aussi bien en termes, je dirais, de solidarité économique que, évidemment, en termes de rôle politique ou de rôle géopolitique mondial. Et tout ceci conduira à un monde, paradoxalement, qui sera probablement beaucoup plus stable qu'on ne le pense généralement. Parce que derrière, il y a un troisième facteur tout à fait important qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs dont on voit encore aujourd'hui, je dirais, la trace à travers les débats sur la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. C'est que nous avons dans le monde de plus en plus de pays, et pas, encore une fois, les anciens pays, mais les nouveaux pays, des pays asiatiques, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Amérique du Sud, qui sont capables de fabriquer des nouveaux leaders, des leaders politiques, des leaders intellectuels, des leaders économiques, des chefs d'entreprise, qui sont beaucoup plus souvent capables que les leaders occidentaux, capables de jouer sur plusieurs tableaux, sur plusieurs facteurs, capables de bâtir des stratégies complexes, des stratégies à plusieurs détentes, tout simplement parce que chez eux, ils ont conquis le pouvoir intellectuel, pouvoir politique, pouvoir économique, de manière beaucoup plus difficile que nous n'avons l'habitude de le conquérir chez nous. Et donc cette capacité de duplicité, cette capacité de conduire des stratégies à moyen terme, cette capacité de maintenir ensemble deux facteurs fondamentaux dans le monde qui sera ce monde d'État beaucoup plus fort de demain. D'une part, la capacité d'affirmer l'intérêt national, d'affirmer la souveraineté, et de savoir que cette souveraineté et cet intérêt national se conjuguent dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus multiple, plus subtil, composé non pas de pôles multiples, parce que je ne crois pas à la multipolarité, mais à des influences beaucoup plus diffuses à travers le monde. Ces nouveaux dirigeants seront donc capables de jouer sur tous ces tableaux. Et je crois que ce qui sera très frappant dans ce monde de demain, c'est que ces fameuses unions régionales, à laquelle encore certains font mine de croire, eh bien ces unions régionales se dissolveront tout simplement parce que la plupart des États et des dirigeants de ces États considéreront que ce n'est pas dans l'intérêt de leur pays, dans l'intérêt de leur nation, que de favoriser ces unions régionales, au-delà, c'est la grande réussite de l'Europe, des avantages que procure un grand marché intérieur ou que peuvent procurer dans d'autres zones du monde des unions douanières. Ils seront beaucoup plus intéressés, ces nouveaux États, et je parle notamment à un certain nombre d'États asiatiques en dehors de la Chine, de bâtir des alliances avec des grandes puissances à l'autre bout du monde. C'est également le cas pour le Brésil, qu'avec leurs propres voisins, qui sont des concurrents directs. Aujourd'hui, nous-mêmes, si nous considérons l'Union européenne, nous avons les bénéfices extraordinaires du grand marché intérieur. Nous aurons de moins en moins, à mon avis, de capacité de défendre, y compris vis-à-vis des opinions publiques, des solidarités fortes, et notamment les solidarités au sein de la zone euro, et nous serons de plus en plus concurrents sur les marchés extérieurs. Ça ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas à construire un projet pour l'Europe, à définir un dessein, à en fixer les frontières, à essayer de continuer les élargissements, parce que pour des raisons politiques, géopolitiques, nous avons besoin de ces élargissements. Mais en même temps, au sein même de ces unions régionales, et y compris de l'Union européenne, nous aurons des stratégies d'État beaucoup plus subtiles. Nous devrons apprendre à jouer sur plusieurs facteurs, à jouer sur plusieurs tableaux. Cela condamnera de manière définitive, je tiens à y insister ici, toutes les formes de souverainisme simpliste et de toute forme de fermeture des États. Ce n'est pas parce qu'il y aura des stratégies d'État plus fortes que les États devront être fermés. Au contraire. Tous les États mondiaux, et je crois que c'est une des leçons que nous devons retenir en France, devront être des États ouverts, c'est-à-dire des États accueillants, des États
dont les élites, mais également les classes moyennes, devront être de plus en plus internationalisées, c'est-à-dire avoir l'international dans leur tête. Ce seront aussi des États qui auront, je crois, vraiment besoin de définir ce que c'est que leur intérêt national. Et je crois que tout à l'heure, il était question des prochains séminaires que vous allez organiser. Voyons effectivement qui parle de l'intérêt national en France. Personne. Définir cet intérêt national dans le monde d'aujourd'hui est devenu une nécessité. Alors que sera ce monde? Je vais terminer très rapidement ici. Eh bien ce monde, ce sera un monde probablement, parce que ce sera un monde plus intelligent, où il y aura une influence plus forte des peuples, peuples qui ne voudront pas la guerre. Ce sera un monde composé d'alliances beaucoup plus mobiles, beaucoup moins stables, mais donc un monde probablement beaucoup plus pacifié que demain. Ce sera un monde aussi où il y aura des bouleversements majeurs, avec la disparition d'ici 30 ans vraisemblablement de la Russie comme grande puissance, avec un risque majeur que représente ce vide au sein de l'Europe. Un monde où, je crois, la puissance chinoise finira par se rééquilibrer pour des raisons politiques essentiellement internes. Un monde où, malgré tout, là, ça peut ouvrir le débat, les États-Unis resteront la seule grande puissance universelle et où chacun, pour reprendre un mot célèbre, finalement aura peut-être deux nations d'appartenance, les États-Unis et la sienne propre. Même quand on s'opposera aux États-Unis, on finira probablement par être encore américain. Merci.